On va maintenant continuer en accueillant le père Gaël Giraud. Merci infiniment Gaël de nous rendre disponible aujourd'hui et de venir nous parler. Vous êtes prêtre jésuite, économiste et docteur en mathématiques et en théologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Pendant qu'on va régler la question logistique, j'essaye de ressaisir en une minute un petit aspect ou quelques petits aspects de ce qu'on a entendu ce matin et à partir de quoi je vais continuer. Il me semble que ce que nous avons dit fondamentalement, c'est l'humanité se caractérise par son aptitude à ce qu'on pourrait appeler l'exosomatisation. Depuis que nous savons manipuler des outils, il y a quelques centaines de milliers d'années, nous avons réussi à déléguer à quelque chose qui est hors de notre corps, un bâton, quelque chose, exosomatisation du corps, des activités que nous faisions autrefois, auparavant, avec notre corps. Et l'exemple de l'écriture a été mentionné, je crois que c'était Fabrice ce matin. Il y a 5000 ans à peu près, en Mésopotamie, on a commencé à faire des comptes du grenier à grains, et on les a mis par écrit pour s'en souvenir. Et donc, nous avons délégué à l'écriture ce qu'autrefois nous assumions avec notre mémoire. Et d'une certaine manière, l'IA, c'est le prolongement de cette exosomatisation. Nous déléguons de plus en plus à des machines externes, extérieures à notre corps, ce qu'autrefois nous faisions nous-mêmes. Alors, comme l'ont dit, je crois, les trois orateurs ce matin, ça nous regardez. Le point, c'est que non seulement nos outils ne sont pas neutres, au sens où, avec un bâton, je peux faire de l'agriculture et puis faire la guerre, mais aussi, ils rétroagissent sur nous-mêmes. Je crois que c'était un des enseignements à la fois de ce que nous a dit le frère Paolo et de Fabrice. Nous sommes agis par nos outils et il y a agi sur nous. Et l'enjeu, c'est de ne pas tomber dans ce que Fabrice appelait de l'idolâtrie de l'IA en croyant que parce que nous lui déléguons un certain nombre de notre tâche, elle est faite à notre place sans rétroagir sur nous. C'est ça l'erreur. La grande question, je crois, c'est de comprendre comment elle rétroagit sur nous et comment, du coup, nous voulons l'utiliser comme outil. Alors, on va remettre un tout petit peu les mains dans le cambouis, on va faire un tout petit peu de technique pendant 3 minutes. Qu'est-ce que c'est qu'un neurone? Donc, vous savez que l'IA, essentiellement, c'est des réseaux de neurones. Un neurone, c'est un interrupteur. Donc, c'est une métaphore pour parler d'un interrupteur. Un interrupteur, qu'est-ce que ça fait? Ça laisse passer ou non l'électricité, par exemple la lumière, ça fait du 0,1. Alors, pour être un tout petit peu plus précis, un neurone, c'est ce que vous voyez là. C'est un interrupteur nuancé qui, avant de passer de 0 à 1, fait tout un dégradé possible, comme lorsque vous allumez la lumière et puis petit à petit, la lumière s'installe dans votre chambre à coucher. Un neurone, ça n'est rien de plus que ça. Les réseaux de neurones, ce sont des empilements d'interrupteurs. Donc, vous devinez que ça n'a pas grand-chose d'intelligent. Hein, ça n'est pas plus que ça. À partir du moment où vous avez 5 couches d'interrupteurs alignées en continu, dont vous entrez l'information dans la couche qui est complètement à gauche, elle est traitée par les 4 premiers interrupteurs, voilà, qui transmettent de l'information aux interrupteurs suivants, etc. À partir du moment où vous en avez 5, vous faites ce qu'on appelle du deep learning. Alors, y a-t-il quelque chose de scientifiquement révolutionnaire dans cette affaire? La réponse est oui, de mon point de vue de mathématicien. À la fin des années 90 ou des années 90, on a démontré ce qu'on appelle un théorème d'approximation qu'on ne connaissait pas précédemment, qui était inconnu quand moi j'étais étudiant, qui est la chose suivante. Là, vous avez une fonction noire, je ne sais pas si vous la voyez bien, et puis elle est entourée de petites fonctions qui l'approximent. Jusqu'à la fin des années 90, on sait approximer une fonction pas trop pathologique avec ce qu'on appelle des polynômes. Depuis la fin des années 90, on a appris à approximer une fonction pas trop pathologique avec des empilements d'interrupteurs. C'est ça, du point de vue de mathématiques, la révolution que nous vivons depuis une génération. On ne savait pas faire ça au début des années 90, on sait le faire depuis la fin des années 90. Après, vous utilisez des machines de plus en plus grosses, de plus en plus de données, etc. Et vous avez ce théorème d'approximation universelle. C'est ça le fond, point de vue scientifique, je crois. Deuxième aspect, je vais très vite, c'est que nous ne savons pas scientifiquement pourquoi l'IA marche. Je pense que c'est très important pour démystifier l'IA de comprendre que d'un point de vue scientifique, c'est une énigme. Hein, nos logiciels d'IA sont des boîtes noires pour lesquelles les matheux ne savent pas pourquoi ils marchent. Je vous explique rapidement. Lorsque vous entraînez une IA sur des millions de données,
auquel répondre intelligemment à vos questions, vous avez un nombre d'erreurs, qu'on appelle par exemple des hallucinations, vous connaissez ça. Supposez que le nombre d'erreurs, ce soit l'altitude de votre montagne, puisque vous êtes en Suisse, c'est une bonne métaphore. Vous voulez faire descendre le skieur, qui est le nombre d'erreurs que fait votre IA, jusqu'en bas de la piste. Donc il y a une technique que vous connaissez bien, c'est touche-mousse. Je prends toujours la direction de la plus grande pente. Ça s'appelle l'algorithme du gradient, pour ceux qui connaissent. Avec ça, si vous êtes bon skieur, vous descendez très vite et vous êtes en bas de la piste le plus rapidement possible. Le problème, c'est qu'il se peut que vous ayez des crevasses, qu'on appelle des minima locaux pour les matheux, le long de la pente. Alors, si votre algorithme, c'est uniquement d'aller toujours dans le sens de la plus grande pente vers le bas, à l'intérieur de la crevasse, vous êtes coincé. Parce que vous n'avez plus de direction dans laquelle vous pouvez descendre. C'est un problème bien connu des matheux, et on utilise, plein d'ingénieurs connaissent ça, un algorithme un peu plus sophistiqué pour éviter ce problème, qui s'appelle l'algorithme du gradient stochastique. Ce qui veut dire que vous dites à votre machine, de temps en temps, au lieu d'avancer tout chousse, tu fais un peu une erreur, de manière probabiliste, aléatoire. Tu vas un peu plus à gauche, ou un peu plus à droite. Et ceci de manière aléatoire. De sorte que lorsque vous êtes pris dans une crevasse, vous avez une probabilité 1, au bout d'un certain temps, de sortir de la crevasse, parce que vous allez faire une erreur qui va vous en sortir. Ça va pour tout le monde? Donc tout ça est connu, archi connu de tous les matheux et les ingénieurs. Le problème, c'est que pour que cet algorithme marche, il y a un certain nombre de conditions. Ces conditions ne sont pas vérifiées dans les programmes d'IA. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 2000, vous avez un jeune ingénieur qui s'est dit, bon, ça n'a aucune raison de marcher, je vais quand même essayer, faute de mieux. Il a essayé et ça a marché. Et ça continue de marcher. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est un problème de recherche en mathématiques aujourd'hui, de comprendre pourquoi finalement ça marche. Ça va pour tout le monde? Alors, deuxième point, rapidement, la question de ce qu'on appelle en anglais la madness, qu'on pourrait traduire en français par la maladie de la vache folle. Donc, vous savez que toutes les IA génératives générales, donc, par exemple ChatGPT, font des hallucinations. Par exemple, moi, comme économiste, c'est très facile, je en provoque comme je veux. Tu es sûr que tu ne connais pas un économiste hongrois qui avait écrit dans les années 70, dans telle revue, un article sur, je ne sais pas, disons, les théories de Cador. Je lui dis, si, mais je connais un tel, il me donne un nom, un titre d'article, une date et un numéro de page, et cet économiste n'a jamais existé, la revue n'existe pas, etc. Si vous êtes un tout petit peu connaissant dans un domaine, c'est très facile de faire halluciner ChatGPT. Et là, vous avez les taux d'hallucination de la plupart des IA génératives générales que nous connaissons. Le problème est le suivant, c'est que pour entraîner nos IA et leur faire réduire le nombre d'hallucinations, nous avons besoin d'un nombre de données de plus en plus grand. Le moment est déjà arrivé, ou si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera dans quelques mois, où nous aurons épuisé la totalité des contenus fabriqués par des humains disponibles sur Internet pour entraîner nos IA. Alors, ceci était très largement prévisible, donc ça a déjà été anticipé, évidemment, par les ingénieurs qui travaillent sur l'IA, qui, il y a déjà quelques années, se sont dit, bon, ça va arriver très vite, on aura épuisé tout ce qui est disponible sur Internet, donc il va falloir trouver une solution. Et en fait, ce moment est même arrivé plus vite que prévu, à cause d'un phénomène qu'aujourd'hui vous connaissez sûrement, qui est le rétrécissement du contenu disponible sur Internet. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a lancé ChatGPT il y a 2 ans, au fond, OpenAI a réalisé un extraordinaire hold-up de contenu, puisque vous pouviez immédiatement interroger ChatGPT qui vous ressortait un article du Financial Times, sans vous dire que ça venait du Financial Times, avec le contenu de l'article, sans payer évidemment le droit d'auteur au Financial Times. Alors, le Financial Times et beaucoup d'autres se sont évidemment protégés. Donc aujourd'hui, quand vous arrivez sur un article du FT, non seulement il faut que vous soyez abonné, sinon vous ne lisez que les 5 premières lignes de l'article, mais en plus, même si vous êtes abonné, si vous téléchargez des articles à une vitesse supérieure à la vitesse à laquelle un être humain, à part Emmanuel qui est que tout le monde, arrive à lire un article, eh bien, le Financial Times sait que vous n'êtes pas un humain, il vous bloque, il bloque votre adresse IP, et vous ne pouvez plus continuer de télécharger des articles sur le Financial Times. Donc, plein d'institutions, évidemment, se protègent aujourd'hui. Du coup, le périmètre des contenus disponibles pour entraîner nos IA diminue. Voilà. Donc, tout ceci était prévisible. Alors, qu'est-ce qu'ont fait nos ingénieurs qui travaillent sur l'IA il y a quelques années? Ils ont dit, qu'à cela ne tienne, on va entraîner nos IA sur des données produites par des IA, non plus par des humains. Donc, on fait depuis des années maintenant des IA de deuxième génération qui ont été entraînées sur des données du contenu humain plus du contenu produit par des IA de première génération. Puis, si vous avez l'esprit un peu logique, vous dites qu'il n'y a aucune raison de s'arrêter à 2, on va faire ça au niveau 3. Donc,
On fait maintenant des IA qui sont entraînés sur des données produites par des IA, qui elles-mêmes été entraînées sur des données produites par des IA, etc., etc. Et ce qu'on constate, c'est qu'à partir de la 6e génération, l'IA fait n'importe quoi. Donc, c'est le phénomène de la madness. Là, vous avez un exemple. Le portrait qui est à gauche, une espèce d'homme mexicain moustachu, a été généré par une IA de première génération. Et on a entraîné un certain nombre d'IA avec ça, sur des données produites par une IA, en obligeant à chaque génération, l'IA de la génération antérieure, à transmettre le visage à la génération d'après. Donc, au bout de 6 générations, on ne reconnaît plus du tout la personne. La même expérience a été faite par des chercheurs à Stanford avec, par exemple, un alphabet. Vous donnez un alphabet, il est un peu exotique, pas l'alphabet latin, romain, à une IA, et puis vous entraînez une IA dessus, etc. Au bout de la 10e génération, toutes les lettres de l'alphabet sont identiques. Donc, vous avez perdu l'alphabet. Donc ça, c'est pas un problème d'hallucination, c'est un problème de maladie de la vache folle. Comme une vache, quand elle mange de la vache, elle devient folle. Si l'IA mange de l'IA, elle devient folle. Et nous ne savons pas pourquoi. Alors peut-être que c'est la raison pour laquelle nous ne savons pas pourquoi, et la même que celle pour laquelle nous ne savons pas pourquoi ça marche. Si on ne sait pas pourquoi ça marche, c'est possible qu'on ne sache pas pour la même raison pourquoi ça marche. Voilà. Alors, je voudrais en arriver au fond. L'empreinte écologique, tout ça vous le connaissez par cœur, c'est déjà été dit ce matin. Les dégâts écologiques provoqués par l'IA sont colossaux. Je voudrais en arriver à une question de fond qui a été abordée aussi par les orateurs ce matin, qui est, finalement, qu'est-ce que nous pouvons faire que ne pourra jamais faire l'IA? Je pense que la tradition biblique de ce point de vue-là nous indique un chemin qui est bien connu dans l'ensemble d'entre nous, qui s'appelle la règle d'or. On trouve dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc. La règle d'or, elle dit tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Alors là, vous avez tout ce que vous voudriez, donc ça, c'est la dimension du désir, dont a parlé Frère Thomas ce matin, dimension infinie, puisque vous savez bien qu'en régime chrétien, mon désir, qui est fondamentalement de rencontrer Dieu, au lieu d'être assouvi, comme le plaisir, en réalité ne peut que grandir. C'est ce que dit le grand Saint Grégoire de Nice, un grand cappadocien, théologien du IVe siècle, en Cappadoce, qui dit l'accomplissement du désir n'est pas dans son extinction, mais dans son accroissement. Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Voilà toute la loi et les prophètes, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. La version négative, vous la connaissez, tout ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent, ne le leur faites pas. Ça, c'est dans le livre de Tobie, au chapitre 4, c'était plus que nous. Et vous voyez que pour vivre cette expérience-là, la règle d'or, il faut consentir à mettre mon désir au service du désir de l'autre, et donc à faire une expérience spirituelle de fond, qui est me mettre à la place de l'autre sans quitter la mienne. Alors, si vous y réfléchissez une minute, existe-t-il une vie d'entreprise dans laquelle on ne fasse pas cette expérience quasiment tous les jours? Question que je vous pose. En fait, tous les jours, si vous voulez qu'on se parle entre collègues et qu'on puisse contribuer ensemble à un projet d'entreprise commun, nous sommes tous peu ou prou contraints, invités à faire cette expérience de nous mettre à la place du collègue sans quitter la mienne pour comprendre pourquoi le collègue pense ci, pourquoi est-ce qu'il fait ça, alors que moi j'avais fait autrement, etc. Dans la vie de couple, il en va de même, je crois. En tout cas, dans la vie de communauté religieuse, c'est indispensable, sinon ça explose très vite. Mais je crois qu'il en va de même dans la vie de couple, vous en faites tous l'expérience. Si l'un ou l'autre ne fait pas régulièrement l'expérience de se dire, mais au fond, pourquoi il dit ça? Pourquoi il me dit ça? Donc de mettre mes pieds dans les sandales de l'autre sans quitter les miennes, la vie de couple devient très compliquée, je crois. D'ailleurs, il y a une expérience très intéressante que vous connaissez peut-être aux États-Unis. On demande souvent au niveau lycée, aux élèves, aux enfants, comme exercice de rédaction, de raconter, alors pour les garçons, on leur dit raconter la journée type d'une fille de votre classe. Et pour les filles, raconter la journée type d'un garçon de votre classe. Alors les filles sont intarissables sur ce que vivent les garçons de leur classe. Elles savent très bien par le menu comment ils occupent leur journée. Pourquoi? Parce qu'elles passent leur temps à faire l'expérience de la règle d'or, au moins à essayer de se mettre à la place des garçons pour comprendre comment ils pensent comme garçons. Les garçons, eux, ils font pas cette expérience-là. Et donc, vous avez des garçons, des jeunes adolescents qui disent, non, je ne vais quand même pas raconter ce que vit ma copine dans la classe. Enfin, le prof est complètement mabou. Et donc, il y en a qui refusent l'exercice. Donc, ça dit quelque chose aussi de l'aspect genré de la question. Ceux qui ont le pouvoir ont moins besoin de faire cette expérience que ceux qui n'ont pas le pouvoir. Si je n'ai pas le pouvoir, ben, j'ai intérêt à me demander si celui qui a le pouvoir
comment il pense, pourquoi il dit ça, comment il va aujourd'hui, est-ce qu'il est de bonne humeur, etc. Celui qui a le pouvoir a moins besoin de se poser la question. Peut-être qu'il y a un enjeu pour, disons, les relations hommes-femmes. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que ce qu'une machine ne pourra, aucun outil ne pourra jamais faire, c'est ça. C'est se mettre à la place d'autrui sans quitter la sienne, tout simplement parce qu'il n'a pas de place. Je crois que là, ça rejoint quelque chose de profond que nous a dit Fabrice ce matin, qui est la question du corps. Pour avoir une place, il faut avoir un corps. Alors, pour comprendre ça, juste avant d'entrer là-dedans, et j'ai presque fini, trois points d'attention qui nous semblent fondamentaux dans notre usage collectif, sociétal, politique de l'IA. Le premier, c'est la justice. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez des IA qui ont été entraînées, des IA spécialisées. Donc là, c'est pas l'IA générative générale du type ChatGPT ou DeepSeek, c'est des IA spécialisées. Des IA spécialisées sur la jurisprudence américaine et à qui on demande, bah, dans tel cas, qu'est-ce que vous feriez, Nicolas Sarkozy, vous lui donnez 7 ans, 5 ans, je ne sais pas, oui. Des choses intéressantes comme ça. Et l'IA vous dit, bah, en fonction des 450 319 cas que j'ai déjà traités dans ma mémoire, en moyenne, on fait ça. Sur le passé, évidemment. C'est des statistiques sur le passé, puisque l'IA ne peut pas faire autre chose que des statistiques sur les données passées. Hein. Les données, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, sont présélectionnées par les humains. Vous savez que vous avez des centaines de Kenyans, notamment à Nairobi, qui passent leur journée à sélectionner dans les données sur lesquelles on entraîne nos IA tout ce qui est de l'ordre de la pornographie, de la criminalité, de l'antisémitisme, du racisme, pour éviter que ChatGPT vous sorte les uns après les autres. Donc en fait, il y a des humains qui sont cachés derrière ça. Je referme cette parenthèse. Dans les tribunaux aujourd'hui, vous avez cette IA qui est disponible et qui donne une réponse, statistiquement, celle qu'on aurait en moyenne apportée au cas judiciaire traité au cours des 70-80 dernières années. Et ça devient de plus en plus difficile pour le juge, lorsqu'il prend une décision qui n'est pas celle que recommande l'IA, de se justifier. Parce qu'évidemment, ceux qui sont lésés protestent devant la presse en disant mais comment la machine dit qu'en fait on aurait dû faire ça, nous n'aurions pas dû être lésés, etc., etc. Or, si vous y réfléchissez une minute de nouveau, vous voyez bien que la justice américaine a été quand même pendant des années raciste, extrêmement misogyne et avec des préjugés sociaux extrêmement forts vis-à-vis des ménages modestes, disons, pour dire les choses de manière simple. Donc en fait, l'IA qu'on a entraîné sur la jurisprudence américaine reproduit forcément ces biais-là. Donc ça n'a rien à voir avec un jugement de justice aujourd'hui. Et donc la grande tentation, c'est, je crois, de croire que l'IA pourrait remplacer la décision que prend un juge dans un tribunal de justice. Et un juge, pour prendre sa décision, qu'est-ce qu'il fait? Il applique la règle d'or, par excellence. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, c'est-à-dire qu'on vous applique la justice, faites-le pour eux. C'est exactement ce que fait un juge du matin au soir. Ce qu'une machine ne pourra jamais faire. Donc là, il y a un enjeu, je crois, absolument central. Deuxième enjeu, la médecine, vous le savez bien. Alors, vous avez de plus en plus d'IA entraînés maintenant qui arrivent, et c'est très, très heureux, bien évidemment, à détecter plus facilement des cas de cancer que les médecins humains. La question, c'est l'énorme tentation de remplacer la relation thérapeutique entre un humain et un autre humain qui est malade, et qui lui parle par la transmission de données qui vont être traitées par une machine. Dans la thérapie, il y a une relation humaine qui s'installe entre vous et votre médecin. C'est-à-dire que toutes les personnes que vous connaissez qui souffrent d'un cancer et qui ont une relation avec leur cancérologue savent ça. Bien, la relation humaine qu'elles ont avec leur cancérologue joue un rôle fondamental dans la thérapie. Ce n'est pas juste une question de chimio et de radio. Voilà. Troisième point, évidemment, les machines létales autonomes. Donc la possibilité aujourd'hui de décider de la mort de quelqu'un et de laisser la décision être prise par une machine. Donc là, vous voyez bien que l'enjeu, c'est un enjeu de responsabilité éthique et juridique si on fait une erreur et que la machine tue un innocent. Qui est responsable? Il y a un vide juridique sur cette question aujourd'hui. Alors évidemment, vous pourrez aller essayer d'incriminer la société privée qui vous a vendu le logiciel, ça ne marchera jamais. Il n'y a aucun soldat qui a donné l'ordre de tirer. Donc la décision, aujourd'hui, n'a plus de responsable éthique. Ça, c'est absolument extrêmement dangereux. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles, dans ce fameux discours qu'a mentionné plusieurs fois frère Paolo ce matin du pape au G7, l'an dernier, le pape a dit qu'il faut absolument interdire les machines létales autonomes. Un dernier exemple très rapidement de ce que ne pourra jamais faire une IA.
pour achever de nous convaincre qu'il y a tout sauf l'intelligence humaine, pensez par exemple à la musique de Bach, que vous connaissez. Par exemple, les préludes et fugues de Bach, ou bien les variations de Goldberg. Vous avez préparé l'enregistrement de Glenwood 1981, pour les spécialistes, vous pouvez l'écouter chez vous. C'est une bonne manière de prier. Ça, c'est un corpus musical. Pensez à un autre corpus musical qui n'a rien à voir, par exemple, du Rachmaninov. Sergei Rachmaninov, grand musicien romantique russe, de la musique grand russe, de Saint-Pétersbourg, qui émigre aux États-Unis. On est dans les années 1930-1940. Il est suivi par un psy, d'ailleurs, qui l'aide à traverser ces turbulences intérieures qui s'entendent dans sa musique. Magnifique. Vous vous dites, est-ce qu'on peut faire une synthèse de Rachmaninov et de Bach? Bon, alors, vous allez sur YouTube, imaginez que vous écoutez beaucoup de Bach, vous écoutez beaucoup de Rachmaninov, vous regardez ce que YouTube ensuite vous propose. Ils sont bien embêtés, parce que les univers esthétiques de Rachmaninov et de Bach sont à peu près étanches l'un à l'autre. Et aucune IA ne pourra vous proposer une interprétation d'une synthèse de Rachmaninov et de Bach. Pour ça, il y a un travail d'interprétation qui suppose la règle d'or fondamentale. Or, il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est Shostakovich, qui est l'héritier de la même école de musique à Saint-Pétersbourg que Rachmaninov, mais qui a écrit 24 préludes et fugues dans le style de Bach. Donc, je vous propose, comme exercice à faire à la maison chez vous, d'écouter du Bach, de Rachmaninov, pour vous dire comment je ferai, pour écouter du Shostakovich. Voilà. Alors, un dernier mot et j'arrête. Ce mot, c'est le suivant. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. La question du transhumanisme, qui est l'idéologie sous-jacente à une partie de nos amis de la tech californienne qui font la promotion de l'IA. Au fond, Fabrice en a un petit peu parlé ce matin, c'est la question du corps qui est en jeu. Vous avez des sociétés aujourd'hui qui vous disent, vous avez un défunt que vous regrettez, donnez-nous tous ces mails, toutes ces photos, tous les enregistrements vidéo que vous avez de la personne, et on va vous reconstruire la personne avec de l'IA, et vous pourrez converser avec elle, y compris au téléphone. On va vous imiter sa voix, et donc vous avez perdu votre frère, vous l'appelez, et en fait, il vous parle au téléphone. Vous imaginez ce que ça signifie comme bouleversement psycho-spirituel, je ne sais quoi, anthropologique, de notre rapport à la mort. En réalité, ce qui est caché derrière ça, c'est le refus du corps. Le refus d'avoir un corps et l'idée que l'esprit pourrait se transplanter dans autre chose qu'un corps. Et c'est la manière dont je comprends ce que nous a dit Fabrice sur la question de la rencontre entre vous et moi, entre lui et vous. Quand je dis bonjour, en fait, j'entre dans une relation d'un corps avec un autre corps, qui rend la présence possible. Le transhumanisme, au fond, c'est une gnose, et c'est l'ennemi bien connu du christianisme depuis 2000 ans. Premier grand théologien chrétien, comme vous le savez, après saint Paul, c'est saint Thierry des Lions, le primat des Gaules, enfin, l'archevêque de Lyon, qui a écrit un grand livre, Adversus Aereses, contre les hérésies, essentiellement contre la gnose, et contre l'idée que le corps serait une mauvaise chose. Le christianisme est une religion du corps, notre Dieu s'est incarné, Fabrice l'a dit. Il n'y a pas de règle d'or. Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, sans un corps et sans des corps, et nos corps seront ressuscités à la résurrection. L'IA, en tout cas le transhumanisme, l'idéologie sous-jacente à la promotion de l'IA, aujourd'hui, croit en la possibilité d'une pensée sans corps, transplantation de la pensée humaine sur des machines qui n'ont pas de corps. Et ça, c'est une folie anti-chrétienne contre laquelle, je crois, en tout cas, l'Église essaye de lutter depuis 2000 ans et contre laquelle il faut de nouveau lutter, je crois, aujourd'hui. Ça ne nous empêche pas du tout de faire du bien, mais d'en faire avec, disons, voilà, le recul spirituel, je crois, que j'essaie d'indiquer, qui est, en fait, l'IA devrait non pas se substituer à nous, parce que c'est impossible, puisque nous sommes capables de vivre la règle d'or alors qu'elle ne le peut pas, mais être utilisée de manière à nous aider à vivre la règle d'or avec nos contemporains, que ce soit le juge dans son tribunal, le médecin dans son cabinet, le soldat dans son char, et n'importe quel professionnel dans son bureau. Voilà. Merci beaucoup.